Cette enquête, ils y ont pensé jour et nuit. Elle leur colle à la peau, comme le souvenir d'un mauvais rêve. 12 enquêteurs racontent heure par heure, minute par minute, le déroulement d'une affaire qui les a changés à jamais. À travers leurs témoignages, ce podcast offre une vision unique du crime. Septembre 1995, Perpignan. Tatiana, 17 ans, disparaît. En 97, c'est au tour de Mokhtaria. Puis Marie-Hélène en 98 et en 2001, Fatima. En 6 ans, c'est 4 jeunes filles qui s'évanouissent dans la nature, à proximité de la gare routière. La psychose s'empare peu à peu de la cité catalane. Récit de cette affaire hors norme par Gilles Soulier, directeur du service régional de police judiciaire. Vous écoutez Une enquête dans la peau, les disparus de la gare de Perpignan. Première partie. Je m'appelle Gilles Soulier, j'ai 55 ans, je suis policier. J'ai connu des affaires de meurtre, de stupes et de braquage dans ma carrière. Mais l'affaire qui m'a le plus marqué, c'est celle des disparus de la gare. C'est l'histoire de plusieurs jeunes filles qui disparaissent mystérieusement aux alentours de la gare de Perpignan. Un cold case, une affaire non élucidée, qui a été résolue 17 ans après les faits. Une enquête hors du commun qui a mobilisé jusqu'à 50 policiers et qui a intéressé les journalistes du monde entier. Tout flic rêve de travailler sur ce genre de dossier. Cette affaire est l'enquête de ma vie et c'est celle que j'ai décidé de vous raconter. Dans les bouquins que je lisais, il devait y avoir quelques commissaires de police et donc voilà, c'est. Mais je me suis dit voilà, c'est ce métier que je veux faire. Gilles Soulier, directeur du service régional de police judiciaire. Pour moi, l'affaire la plus intéressante, c'est l'affaire criminelle, l'affaire d'homicide. C'est une véritable énigme. On se pose des questions. Ça devient parfois obsessionnel, mais il faut il faut qu'on arrive absolument à la vérité. Mon chemin était tracé, je voulais intégrer absolument la police judiciaire. Et rapidement, j'ai intégré la division criminelle du SRPJ de Montpellier. J'étais totalement dans ce que je recherchais. Septembre 1995, Tatiana, 17 ans, disparaît. En septembre 1995, une jeune fille qui habite dans un village à côté de Perpignan disparaît. C'est une disparition qui rapidement est inquiétante. Alors on peut disparaître quelques jours, partir avec un copain, voilà, mais les jours passent et là l'inquiétude grandit. Et nous on a la conviction qu'il y a eu un problème à un moment donné. De multiples hypothèses ont été étudiées, approfondies. Malheureusement, ça a un résultat aujourd'hui. Décembre 1997. 2 ans après Tatiana, c'est au tour de Mokhtaria d'être porté disparu. C'est un dimanche, 21 décembre 1997, à 8h45. Donc les riverains ouvrent leur volet le matin et il y a un terrain vague juste devant les habitations et donc une personne s'aperçoit qu'il y a un corps. Donc on se déplace avec Guy Armand, qui était à l'époque mon adjoint à Perpignan.
Et donc, quand on arrive sur place avec l'ensemble des enquêteurs, et bien là, voilà, on a une vision d'horreur. Et là, donc, on retrouve le corps d'une jeune fille, nue, avec les seins découpés, ablation vaginale et anale, les jambes écartées. Il y avait eu quelques effets vestimentaires sur le côté. Pas de traces de sang, bizarrement. Et là, d'emblée, en quelques secondes, on a la sensation et la conviction qu'on est devant et au début d'une affaire exceptionnelle. Un corps, un cadavre, après tant d'années d'expérience, on ne voit plus l'être humain. On regarde les éléments matériels. Et, c'est difficile à dire, mais on reste froid. Parce que sinon, on ne fait plus ce métier. C'est pas possible. Donc, on laisse de côté les émotions. Quand on rentre à la maison, peut-être qu'à ce moment-là, on a une pensée pour la victime. Quand on est policier en police judiciaire, les scènes de crime, on en voit. On est habitué à ces scènes-là. Par contre, ce jour-là, c'était différent. C'était différent. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu un corps mutilé comme ça. Il n'y a pas de mots. Corinne Saboureau, journaliste à l'Indépendant. Joli, c'est insoutenable. Même le substitut du procureur qui est de service ce matin-là, il va tomber dans les pommes. Mais je crois que tout le monde, les médecins légistes qui sont appelés, ils détournent le regard. Moi, personnellement, c'est infaisable. Je ne peux pas non plus regarder. Voilà, les photos, elles sont là et voilà, ça c'est jusqu'à la fin. Ce sont des images qu'on ne peut pas oublier. Se dire quelqu'un qui est capable de faire ça à une jeune femme, à Perpignan, ça veut dire qu'on a un prédateur sur le secteur. Celui qui a fait ça, je ne suis pas certain que ce soit un être humain. Et la seule conviction que j'ai, c'est de tout mettre en œuvre pour le retrouver. Alors sur la scène de crime, on n'a pas d'indice significatif, puisque le corps est dénudé. Par contre, quelques jours plus tard, il y a un riverain qui revient dans sa maison pour tailler une haie et il va retrouver une chaussure de femme, une chaussure à talons. On montre cette chaussure-là aux amis et aux parents de Mokhtaria qui tous nous disent « Oui, effectivement, c'est une paire de chaussures qui appartenait à Mokhtaria et qu'elle portait le soir des faits. » Mais à l'époque, il n'y avait pas la génétique. Donc, mis à part de dire que c'était les chaussures de Mokhtaria, ça ne nous a pas apporté plus d'indices. Mon rôle à ce moment-là, c'est d'organiser les investigations parce que le propre d'une enquête criminelle, c'est justement de ne pas d'emblée partir sur une seule hypothèse, mais c'est le rouleau compresseur. Et on étudie tout en même temps et puis après on voit où ça nous mène. Au fil des investigations, le profil d'un suspect se dessine. Comme dans toute enquête criminelle, le corps est autopsié par des médecins légistes, qui sont des experts. Les conclusions des médecins, c'était alors sur les causes de la mort, donc 12 coups de couteau au niveau du cœur. 12 coups, c'est-à-dire c'est révélateur quand même d'un acharnement. Les découpes ont été faites post-mortem. Les seins découpés avec un scalpel, me disait le légiste. Les parties vaginales et anales sont découpées en emporte-pièces. C'était quand même des éléments particuliers et c'est important de le noter. C'est les médecins légistes qui étaient quand même étonnés de la façon dont les découpes ont été faites, aussi fines, aussi bien faites. La conclusion des médecins légistes qui vont l'écrire noir sur blanc dans les rapports, c'est que celui qui a fait ça,
est un médecin. À ce moment-là, l'influence de ces conclusions va être fondamentale sur les premiers temps de l'enquête, puisque tout le monde cherchait un médecin. Un mois après les faits, il y a un enquêteur de la sûreté urbaine est informé qu'un individu a un comportement suspect aux abords de terrains de sport où des gamins s'entraînent. Bon, il est là, il traîne, il a un comportement suspect. Il est identifié. C'est un gars qui s'appelle Palomino Barrios, qui est péruvien et qui est médecin. Et on s'aperçoit que ce gars-là a été vu dans la résidence universitaire occupée par Mokhtaria. Donc on trouve un lien avec Mokhtaria, qu'il avait le même médecin généraliste. Donc peut-être ils se sont croisés là. Quand on regarde, on s'aperçoit également qu'il a été condamné pour des vols de matériel médical dans un hôpital à Narbonne. Donc quelqu'un qui a un profil voleur, médecin aussi, un lien avec Mokhtaria. Palomino Barrios habite un appartement modeste, mais quand on rentre chez lui, c'est le foutoir le plus total. C'est très sale. Il y a des vêtements de partout, entassés, du matériel médical, des scalpels. Donc voilà, l'impression, elle n'est pas très bonne, effectivement, hein, quand on fait la perquisition chez lui. Et là, on a affaire à quelqu'un en garde à vue qui est un menteur. C'est un escroc, Palomino Barrios. Donc il va mentir sur tout. Donc quand on met tout bout à bout, il devient le suspect idéal. De là à être l'assassin, il n'y avait qu'un pas. Au point qu'il a été mis en examen et placé en détention provisoire. L'interpellation de ce faux chirurgien, de Palomino Barrios, c'est un grand soulagement à Perpignan. Il est au trou, comme on dit vulgairement, il ne pourra plus nuire et donc il n'y aura plus de Mokhtaria. L'affaire, elle est solutionnée à ce moment-là. Et pendant 6 mois, on va s'évertuer à trouver des indices contre Palomino Barrios. Parce qu'il est inculpé, il va en prison, mais concrètement, il n'y a rien dans le dossier. Il n'y a rien dans le dossier, si ce n'est quelques mensonges, des positions de témoins, mais c'est très, très, très léger. Donc pendant 6 mois, en fait, on va s'écarter de l'enquête pour axer nos investigations sur Palomino Barrios. Mais quelle erreur! Quelle erreur! Juin 1998. 6 mois après la découverte de Mokhtaria, un nouveau corps est retrouvé. Donc au mois de juin 1998, on est informé par le commissariat qu'un corps est retrouvé chemin de Sainte-Barbe à la sortie du péage sud à Perpignan. On n'est pas en ville, c'est la campagne. On se déplace et là on a un corps sans les mains, sans la tête et complètement éviscéré et qui est dissimulé sous des branchages, un tapis. C'est un petit peu une décharge sauvage, l'endroit. Et donc le corps est là-dessous, en état de putréfaction. C'est au mois de juin, il fait chaud à cette époque-là. C'est difficile de dire si c'est un homme, une femme. Enfin voilà, c'est... Le corps avait été sauvagement mutilé. Elle avait été éviscérée avec une ablation anale et vaginale également. On sentait que l'homme, son agresseur, s'était acharné sur elle. C'est un silence, un silence qui fait peur. Chacun œuvre de son côté sans dire un mot, tellement la scène était regardable. Les policiers, comme tout observateur à ce moment-là, ils sont pétrifiés. Mais qui ne le serait pas?
Ce jour-là, quand on voit l'état du cadavre, bon, ça ne laisse pas indifférent, bien évidemment, et ça interpelle l'homme, en plus du policier. Et rapidement, on fait le lien avec une disparition qui avait été signalée quelques jours avant d'une jeune fille, Marie-Hélène Gonzalez. C'était difficile à supporter, en voyant ce cadavre, d'imaginer ce que pouvait être Marie-Hélène, qui depuis une dizaine de jours, on recherchait dans toute la ville, dans toute la région, avec sa photographie sur laquelle elle était resplendissante, elle souriait, et de voir ce qu'il en restait. Ça, difficile, même quand on est flic. Une fois qu'on identifie ce deuxième cadavre, Marie-Hélène, pour nous, à la PJ, c'était le même auteur. On en était convaincus. Pourquoi? Parce que deux jeunes filles sauvagement agressées en 6 mois de temps à Perpignan, je veux bien il peut y avoir plusieurs prédateurs, mais en fait, ça fait beaucoup. On s'aperçoit que ce sont des jeunes filles qui ont disparu dans le quartier de la Gare. Le même type de jeunes filles, vingtaine d'années, brunes, cheveux longs, très belles filles. Pour Marie-Hélène Gonzalez et Palominos, c'est sûr que c'est pas lui. Il était en prison au moment des faits. Voilà, donc Palomino Barrios va être libéré quelques jours après. Mais là, vraiment, on sait que on est devant un serial killer, certainement. Moi, j'imagine Hannibal Lecter. Et en plus, à l'époque, c'était la période des films sur les tueurs en série. Moi, c'était Le Silence des agneaux. C'était, mais dans la vraie vie, pas dans une salle de cinéma. À partir de là, tout a changé au service. Ça a été le branle-bas de combat. Inévitablement à Perpignan, avec la pression médiatique et puis la pression tout court, il y avait vraiment une psychose qui était forte après Mokhtaria, mais alors après Marie-Hélène, c'est monté d'un cran. On se retrouve dans un quartier qui est vide de sa population. Et les gens traversent vite, rentrent chez eux, s'enferment. Il y a vraiment une psychose qui naît. Il n'y avait plus une seule jeune fille qui voulait sortir seule dans le quartier de la Gare. Et quand on allait taper aux portes, on le sentait. Les gens étaient mal à l'aise. Les gens avaient peur. Ces jeunes filles deviennent les filles de Perpignan. Tout le département s'y attache. On les appelle Mokhta, même pas Mokhtaria. Mokhta, Marie-Hélène. Les habitants de ce département les ont prises un peu, c'est les filles. Ce sont les gamines, les enfants de tout le monde, ces jeunes filles. Donc c'est une grosse machine qui se met en route avec une 50aine d'enquêteurs. Donc la motivation, elle est réelle de la part des enquêteurs perpignanais, j'en parle même pas, parce qu'à l'époque à Perpignan, vous sortez, mais sans arrêt, on vous parlait de ça. C'est vous qui travaillez sur l'enquête, et alors vous en êtes où, vous l'avez pas trouvé encore, etc. Enfin voilà. Mais même les renforts, les collègues de Montpellier, les collègues parisiens, rapidement, ils ont subi cette pression-là. Donc finalement, pour le chef que j'étais, je n'avais pas besoin de motiver les troupes. C'était, tout le monde avait les crocs, et puis c'est pas compliqué. J'avais peur que l'événement médiatique lui fasse plaisir quelque part et lui donne envie de recommencer. Mon obsession, c'est qu'il y ait une récidive prochainement. Quand le téléphone sonne, on se dit ça y est, il y en a une troisième. Il est clair que dans ce genre d'affaires, le but c'est d'aller vite pour identifier l'auteur et l'interpeller pour qu'il arrête. Donc là, on croise les doigts tous les jours qu'on n'ait pas une autre victime. La chasse à l'homme s'organise.
L'enquête après Marie-Hélène Gonzalez est partie tout azimut. Donc on a porté le fer sur le quartier de la Gare. Parce que c'était le point commun, un des points communs entre Mokhtaria et Marie-Hélène. Il y a eu 500 témoins entendus. Il y a eu une centaine d'interpellations. Une dizaine de cas où les gens qui ont été interpellés pour autre cause, agression sexuelle, viol, ont fini leur jour en prison. À chaque fois, ça fait 10 enquêtes différentes. Donc, si vous voulez, c'est un travail monstrueux, faisable, mais avec beaucoup d'organisation. C'est ce qu'il fallait que Gilles puisse mettre en place. Le but, c'était de voir si on trouvait un lien entre ces détraqués sexuels et puis notre auteur. Malheureusement, on n'a jamais fait de lien avec Mokhtaria et Marie-Hélène. On a tout tenté dans cette affaire, toutes les techniques, même des auditions sous hypnose. Donc on a tout essayé, tout tenté, mais on se devait de le faire. La mère de Marie-Hélène Gonzalez, toutes les semaines pratiquement passait au service. Pendant des mois, de bonne heure le matin, elle était devant le bureau. Elle attendait mon arrivée. Puis gentiment, sans trop vouloir me déranger, « Je peux vous voir, monsieur Armand ?» buvait le café. Et là, elle me demandait, « Vous avez des nouvelles? Expliquez-moi, est-ce qu'on a quelque chose ?» Ce sont des moments difficiles. Gilles Soulier, directeur du service régional de police judiciaire. Parce que quand vous avez la mère d'une jeune fille qui a été victime d'atrocités et que vous n'avez pas d'éléments dans le dossier, voilà, ce sont des moments compliqués. Dire que voilà, pour l'instant, on travaille, on la rassure, en disant voilà, les investigations continuent, on ne lâche pas, mais pour l'instant, on n'a rien. Et ça, quand on répète ce discours-là toutes les semaines, au bout d'un moment, c'est compliqué. Mais finalement, ces moments-là ont été des moteurs dans l'enquête, parce que quand la mère de Marie-Hélène repartait, on se disait, on va le trouver. On va le trouver, c'est obligé, quoi. Rien que pour cette femme-là, il faut qu'elle ait droit à un procès. Dans le bureau de Gilles Soulier, sur une table, étaient disposés tous les dossiers. Et je me souviens que plusieurs fois avec Gilles, le soir, des fois, on était un peu de découragement. On regardait ce dossier et nous nous disions, on l'a peut-être là-dedans. Il est peut-être là. On l'a peut-être eu entre les mains et on ne le sait pas. Et ça, c'était terrible d'avoir cette pensée. On sent que l'échec est là, et on se sent coupable de ne pas avoir travaillé. On se demande qu'est-ce que nous n'avons pas fait, qu'est-ce que nous avons loupé. Parce que nous savons que s'il y a une nouvelle victime, c'est peut-être à cause de notre incapacité à trouver l'auteur des faits. Et donc ça, des fois, ça empêche de dormir. Je suis parti de Perpignan pour aller à Marseille. C'était en décembre 2000. Je me rappelle que dans quelques mots que j'avais prononcés au moment de mon départ, j'avais dit, j'ai passé 6 années exceptionnelles à Perpignan. Par contre, il y a une affaire qui restera un échec, parce que pour moi, c'était un échec. C'était l'affaire des filles de la Gare. Moi, je l'ai vécu comme un échec personnel, parce que moi, j'étais responsable de l'enquête. Et quand ça sort pas, voilà, c'est un caillou dans la chaussure, ça. Et donc, je me tiens informé, bien évidemment, des suites des investigations, d'autant plus que, à peine parti à Marseille, au mois de janvier 2001, mais il y a Guy Armand qui m'appelle. Guy, qui était toujours, bien évidemment, adjoint à Perpignan. Et Guy me dit, voilà, Gilles,
Ça, je connais une autre affaire de fille. Il y a une fille qui a disparu à Perpignan. Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, Caméra Subjective et les films du 8e jour. Adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation, sur une idée originale de Sarah Lebas. Cet épisode a été écrit par Clémentine Arnaud et réalisé par Clémentine Arnaud et Benjamin Malherbe. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan, assistée de Marine Boudalier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Vincent Cohen.